Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le premier numéro de Soleil d'Afrique, votre émission interactive qui abordera tous les sujets qui touchent à notre quotidien. Soleil d'Afrique, une émission faite sur mesure pour vous parce que vous êtes spécial à nos yeux. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Pendant longtemps, les femmes au foyer confinées dans le strict cadre de leur maison sont restées invisibles aux yeux de la société. Cependant, grâce à la série américaine Desperate Housewives, il semblerait que le monde entier ait ouvert les yeux, que dirais-je, ait ouvert les portes de leur maison pour découvrir le quotidien de ces femmes. Mi-rose, mi-grise, les journées de cette dernière sont loin d'être tranquilles. Connaître tout de sa maisonnée, tout en gardant pour soi ses rêves, affronter les remarques parfois incisives en assumant pleinement son choix n'est pas sinécure. Qu'est-ce qu'être femme au foyer? Quelles sont les difficultés rencontrées par ces dernières? Comment sont-elles aujourd'hui considérées par la société? Autant de questions qui ouvrent le débat sur l'état d'esprit de ces dernières qui doivent souvent se justifier d'être ce qu'elles sont. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, notre dossier de la semaine a pour thème « Femmes au foyer ». Une émission complète avec des témoignages, des reportages et de nombreux conseils pratiques. Pour la plupart des gens, une journée complète et bien remplie est une journée où l'on va travailler. Combien de fois nous a-t-on demandé ce que nous faisions comme activité? Nous sommes dans une société où lorsque l'on te pose cette question et que tu réponds « Je suis femme au foyer » est très mal perçu pour la plupart des gens. En effet, être femme au foyer est taxé de ne pas savoir accumuler vie professionnelle et vie familiale, d'être oisive, dépendante, parfois même traitée de paresseuse. Or, cette femme qui aurait incarné à l'époque de nos grandes-mères la femme parfaite est aujourd'hui soumise au jugement d'autrui. Alors, que peut-on dire? Alors, peut-on dire qu'on ne fait rien quand on est femme au foyer? Pour nous aider à comprendre notre sujet du jour, nous aurons des invités à la hauteur de vos espérances. Allons ensemble à leur découverte. À ma gauche, nous avons Monsieur Soumaïla Cissé, qui est ingénieur des travaux en génie sanitaire, en service actuellement à la Direction générale de l'assainissement du ministère des l'eau. Il est président exécutif de la Joint Chambre internationale Ouaga Metba. Bonjour Monsieur Cissé. Bonjour. Juste à côté de moi, nous avons Dr Jocelyne Vokouma, qui est anthropologue, chercheur au département socio-économique et anthropologique du développement, à l'Institut des sciences de société et au Centre de recherche scientifique et technologique. Elle est notre experte. Bonjour madame. Et juste à côté d'elle, nous avons madame Badolo Béatrice, qui est femme au foyer. Bonjour à tous et à tous. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, quelle est votre perception de la femme au foyer? Madame Vokouma, quelle est votre perception de la femme au foyer? Déjà, en tant que femme, toutes les femmes sont passées là. Avant de travailler, toute femme a d'abord été une femme au foyer. Pour dire que vous avez beau être diplômé, vous avez beau être qualifié, il y a toujours une phase de flottement. Même quand on est stagiaire, le temps qu'on vous donne le OK du stage, vous flottez un peu. Je l'ai connu aussi. Donc, sans l'être aujourd'hui, je sais ce que ça vaut d'être une femme au foyer. Et c'est une femme pleinement accomplie, consciente de sa mission sociale et culturelle, parce que la première posture de toute femme au foyer d'abord, c'est le bien-être familial. Parce que, au-delà de ce que vous venez de dire, n'oublions pas que nous avons plusieurs types de femmes au foyer. Celles qui ont choisi de l'être par nécessité de besoin, parce qu'il faut bien quelqu'un pour s'occuper des enfants. Celles qui n'ont pas eu le choix de le devenir, à force de chercher du boulot, l'âge les a exclus de la compétition professionnelle. Et l'un dans l'autre, le fait d'être au foyer
est quelque chose de positif même pour la société dans une certaine mesure. Si vous regardez un peu les lois qui protègent ou qui encadrent la vie familiale dans les pays occidentaux, vous allez voir que les congés de paternité et les congés de maternité s'inscrivent dans cette logique. Parce que les enfants qui naissent dans ces foyers sont des futurs citoyens de la nation et on a besoin de s'en occuper correctement pour en faire de très beaux citoyens pour l'avenir de toute nation. Donc, je ne sais pas trop, mais je n'ai jamais vu ce rôle sous un angle négatif. Comme je le dis, c'est toujours dans l'intérêt des familles, dans l'intérêt de la société, c'est dans l'intérêt de la nation que ces femmes aussi existent. C'est un ensemble qui fait une société et en la matière, je leur rends hommage pour celles qui le sont restées. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Soumaïla, vous qui êtes un homme, Monsieur Cissé, vous qui êtes un homme, quelle est votre perception de la femme au foyer? Ok, merci bien. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et surtout pour l'opportunité que vous m'offrez. En phase d'ensemble, je dirais d'abord que être femme au foyer, c'est une grâce. C'est une grâce et c'est aussi une bénédiction divine. Parce que lorsque on est femme au foyer, ça veut dire que l'esprit même en fait de la famille se repose sur la femme. Le bien-être familial. Si la femme entretient bien, voilà, le truc, comment dirais, tout ce qui est dit par le mari, ça veut dire que le foyer se portera bien. Donc c'est une grâce, c'est une bénédiction. Donc en ce sens, voilà, je dirais que on n'a pas à se leurrer ou bien on n'a pas à se faire en fait une mauvaise perception sur la femme au foyer. On doit plutôt respecter et encourager toute femme au foyer. Merci Monsieur Cissé. Madame Badolo, vous qui vivez le statut de femme au foyer, quelle est votre perception en tant que femme? D'abord, merci pour l'invitation. Je peux dire que je suis épanouie dans mon foyer. C'est pas sortir chaque matin, aller au bureau, qui va me donner l'envie d'envier celle qui est au bureau. Être au foyer déjà, c'est beaucoup de choses. Le fait même de rester chez soi à la maison, s'occuper des enfants, la nourriture, s'occuper du foyer, je me dis déjà, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et puis, ça, je pense que Madame Voukouma a tout dit. Vous êtes une femme au foyer par choix ou par imposition? Pas par imposition. Non. C'est un choix que vous C'est mon avez choix, fait. ouais. C'est un choix noble. Et merci déjà à toutes ces femmes-là qui sont au foyer parce que grâce à elles, on peut dire que beaucoup de choses sont décomptées dehors. Quelle est votre perception? Pour vous, qu'est-ce qui symbolise au mieux la femme dans le foyer? C'est les casseroles, c'est la cuisine, c'est le nettoyage, c'est les enfants. Généralement, quand on dit femme au foyer, automatiquement, on fiche la femme comme celle qui fait les enfants. Donc, qu'est-ce qui symbolise au mieux pour vous la femme au foyer? C'est sa posture. La posture en ce sens qu'elle prend une position pour gouverner la famille. Ouais. C'est une gouvernance familiale qui inclut tous les détails de choses que vous décrivez à côté. Donc elle n'est pas femme au foyer pour uniquement laver les casseroles ou mettre les enfants au monde, mais c'est pour gérer la vie familiale. C'est pour cela, et c'est à tort de mon point de vue, que ces femmes sont vues, sont perçues négativement. Sinon, ce qu'elles font, même les femmes qui sont en activité professionnelle n'ont pas une journée aussi remplie que celles qui sont au foyer. Ça, il faut le reconnaître. Mais les gens ont mis du temps. Il a fallu qu'on ouvre un débat public sur la question pour qu'on regarde désormais autrement ces femmes. Autrement dit, et peut-être ce que moi je peux ajouter d'autre, c'est que dans le temps, c'était comme M. Cissé l'a dit, c'était une noblesse d'être au foyer. Pour votre information, en tout cas, toute ma jeunesse,
culturellement, l'homme burkinabé était fier de ne pas laisser travailler sa femme. Et en son temps, les moyens étaient là. Nous avons vu, j'ai vu des amis à ma mère qui ne travaillaient pas, mais le mari leur donnait tout jusqu'à la voiture. Elle va au salon les week-ends pour s'arranger pour son homme. Elle avait tout pour ne rien envier à celle qui travaillait. Donc, n'oublions pas que ce sont les phases, les périodes de récession que notre pays a connues, qui a conduit à des licenciements, que certaines femmes se sont vues même subitement à développer des activités génératrices de revenus. Beaucoup n'étaient pas préparés, mais les nécessités de besoin ont amené beaucoup à quitter les foyers pour ne serait-ce que vendre de l'eau publiquement, de la nourriture, pour que la famille survive. Voilà, donc reconnaissons que ça a été une option socio-culturelle à un moment donné, et la fierté de l'homme burkinabé, dans le temps, passait par sa capacité à montrer qu'il savait s'occuper d'une famille qui pouvait compter sur lui. Voilà, donc avant de déprécier cette position, je crois qu'il y a lieu de leur rendre hommage, celles qui sont demeurées et dans cette position jusqu'à nos jours. Voilà, celles qui sont sorties aussi travailler, comme je le dis, c'est par nécessité de besoin à un moment donné. Donc les conflits même que les couples connaissent aussi viennent en grande partie de là. Parce que jusqu'à présent, on peut dire que la concession n'est pas effective. Hein. Si l'homme avait le choix, en tout cas si les hommes avaient le choix, ils vont préférer leur femme à la maison. Ça, il faut le dire haut et fort. D'accord. Nous avons tendu le micro à nos téléspectateurs. Découvrons ensemble leurs réactions à travers le micro-trottoir. La femme d'abord c'est l'opposition de mon sexe, moi je suis du sexe masculin, donc l'autre côté c'est le sexe féminin. Alors la femme au foyer c'est la soumission. Nous le même mot là, la soumission, parce que la femme étant au foyer doit être soumise, ouais, sans contrainte. L'homme ne doit pas trop abuser, mais seulement la femme doit demeurer un peu inférieure. Voilà. Subir, accepter les lois de monsieur, les lois qui ne sont pas trop exagérées. Voilà, quand on est femme au foyer, on ne fait rien. Bon, ça c'est un peu compliqué parce que si une femme ne fait rien au foyer, tu sais que tu ne fais rien au foyer. Et si tu fais quelque chose là, c'est à travers tes actes que l'homme saura que tu fais quelque chose. Et si tu ne vois rien au foyer, tu ne vois rien aussi. Voilà, tout demeure dans la vérité. Selon moi, la femme était un être femelle, tout objet regardé comme tel. Avoir un caractère féminin ou efféminé, comprendre un plus grand nombre de femmes qu'auparavant. Moi, ce qui symbolise la femme au foyer, c'est le respect, la considération et puis la fidélité. Surtout la compréhension. Non, on ne peut pas le dire parce que la femme a les mêmes droits et devoirs que l'homme. Donc la femme peut aussi travailler comme l'homme. La femme au foyer, tu vois, ça, moi je comprends ça comme la propriétaire hein, du foyer, c'est la créatrice même du foyer. Le foyer, c'est ce que j'ai dit, c'est la racine. La femme, elle représente la racine même de la famille. Ouais. La femme, c'est, on peut dire aussi le dieu même de la famille, le dieu du foyer, c'est la femme quoi. Non mais c'est pas possible. Je peux pas dire, je ne vais jamais dire que les femmes ne font rien. Et je peux pas dire aussi mais il faut être fou pour pouvoir dire ça quoi. Il faut être vraiment fou pour pouvoir dire ça. Mais qu'est-ce qui marche aujourd'hui sans les femmes? Sans grâce aux femmes. Moi, ma naissance, c'est grâce aux femmes. Toi, ta naissance, c'est grâce aux femmes. Alors, mais il ne faut pas aussi qu'on va mettre les femmes en arrière comme ça, quoi, de cette manière. Mais les femmes sont les dieux. Les femmes, je vous adore. Les femmes, vous êtes tout le monde. Être femme au foyer, c'est un minimum de comportement et une façon de vivre aussi. Parce qu'il y a des exigences quand on veut être femme au foyer, quand il y a des exigences aussi quand on veut vivre en couple. C'est important. Et je crois que le premier truc d'abord, c'est que la femme doit avoir beaucoup de respect pour son mari. Et même que l'homme aussi doit avoir de respect pour sa femme. Et je crois que une femme au foyer, c'est un choix. C'est un choix de vivre à deux
ensemble avec une vision où ils savent où aller. Et un choix aussi de vivre à plusieurs, parce que je suppose que Dieu, si Dieu vous bénit, vous aurez des enfants, la bénédiction de Dieu vous aurez des enfants. Une femme au foyer, la femme au foyer, c'est celle qui est capable de ramener son mari de la douce à la vie. Quand son mari prend le chemin, il veut dévier, la femme au foyer est capable de se mettre à genoux, prier pour lui, pour l'amener dans la maison. Et en même temps, une femme au foyer, c'est elle qui est capable de gérer la famille derrière toi, puisque la plupart généralement, les hommes sont toujours partis. C'est l'éducation, c'est les femmes les enfants, c'est les femmes qui le font. Et puisque généralement, donc, je crois que la femme au foyer, c'est tout un esprit, mais c'est un choix. Je crois qu'une femme qui décide d'être au foyer, elle peut avoir tout ça. Et puis surtout, avoir beaucoup de pardon à beaucoup de choses. Parce que vivre au foyer, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Moi, je crois que femme au foyer aussi, c'est plus faux. La femme au foyer n'est pas une esclave. On doit la doigter. On doit l'aimer, on doit la supporter dans ses faiblesses. Mais la femme aussi au foyer aussi doit aussi comprendre l'homme, supporter l'homme aussi dans ses faiblesses, et se mettre à genoux prier et supporter l'homme. Au lieu, il y a un minimum, il faut une complicité entre les deux, et ça fait que ça roule. Et puis les enfants aussi, ça les donne de bons repères pour l'avenir. Voilà un peu ce qu'on donne. Ce qui symbolise, la question est un peu bon, la femme au foyer symbolise la tranquillité, la paix, l'assurance, le bonheur. La femme au foyer symbolise en un mot la paix, la tranquillité, le bonheur. Alors c'est ça, moi je crois que il faut un homme, quoi qu'il en soit, il faut que tu vives avec une femme. Et une femme, j'en veux pas ceux qui ne sont pas, qui ne vivent pas en couple. Les femmes qui ne vivent pas en couple, je ne les en veux pas. Je ne les juge pas aussi non plus. Je suis peut-être il y a d'autres, elles ont essayé, ça n'a pas marché. Il y a d'autres, elles n'ont pas eu la chance. La vie aussi a aussi une question de sens aussi. Donc je crois que quoi qu'il en soit, même si c'est dur comme quand on a une femme à la maison, c'est vraiment bien. C'est un don difficile. Non, nous vivons dans un monde où les choses ont beaucoup changé. Les femmes les hommes même doivent comprendre. Ils doivent plus. Quand les femmes veulent travailler, il faut les laisser travailler. Maintenant, à la limite, il faut canaliser le boulot, ce qu'ils vont faire. S'il y a certaines exigences et certains travail, c'est pas très tard, ça doit descendre très tard la nuit, il faut trouver des formules, il faut quand même mettre certains points sur les i pour que elle arrive à travailler. Mais vouloir que la femme ne travaille pas, même si tu as tous les moyens pour donner à la femme, c'est bien, mais c'est pas arrivé. Il laisse un peu la femme un peu dans une liberté. Mais c'est une liberté contrôlée, une liberté responsable, une liberté elle-même. Elle sait que les femmes au foyer, il faut la laisser travailler. Parce que le travail aussi, ça met la femme aussi en valeur. Voilà, ça dépend aussi. Mais toujours, la femme aussi dans le respect de son mari, avant de commencer n'importe quel travail, peut demander l'avis de son mari par respect. Et puis je crois que c'est là aussi, c'est le respect qui fait que le couple peut aller encore. Mesdames, Messieurs, eh bien c'était là le micro-trottoir qui était l'avis de nos téléspectateurs que nous avons recueilli pour vous. Chers invités, quelle est votre appréhension par rapport à tout ce qui a été dit? Je vois ici qu'une dame, la dame, elle pense que l'homme et la femme ont les mêmes droits.
Vous qui êtes une femme dans le foyer, dites-nous quelle est votre compréhension de ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus ou retirer? Bon, ce que je peux ajouter à ce que la dame a dit à la télé tout de suite, je vois qu'elle n'a pas menti. Elle a tout dit. Effectivement, nous sommes tous nés d'une femme. L'homme, il est né d'une femme, la femme est née d'une femme aussi. Maintenant, je ne vois pas pourquoi il faut différencier. Parce que l'homme, lui, sort, il va chercher à manger, il revient, la femme, elle est à la maison. Mais sans la femme, l'homme, il n'est rien. Il y a un adage en boulot qui dit par la iri. Sans femme à la maison, il n'y a pas de foyer. Un homme aujourd'hui, si tu vois un homme, il vit seul, il est célibataire, ça ne va pas. Même s'il a l'argent, il n'est pas heureux. Il peut avoir l'argent, mais ce n'est pas ça. Je suis parfaitement d'accord avec ce que la dame a dit dans l'interview tout de suite. Voilà. Chère frère, je me tourne vers vous. Non, je crois que madame, je vous remercie pour votre franchise. Parce que vous aurez pu parler autrement. Donc je suis très à l'aise d'être à votre côté pour rappeler simplement que ce qu'elle a dit, peut-être dit comme ça, c'est mal vu. Quand on brandit les droits systématiquement. Mais là, moi je renchéris en disant qu'elle a indexé la problématique de l'équité dans le foyer. Comment dirais-je? L'équité dans le foyer en ce sens que ce que je me réfère un peu à Thomas Hobbes, le philosophe, qui dit que le fondement du droit, ça ne fait pas à autrui ce que tu souhaiterais que quelqu'un d'autre te fasse. Partant de ce principe, de la même manière qu'ils ont dit tout au long du micro-trottoir qu'il faut que la femme soit soumise, là aussi il y a confusion entre sa posture de femme au foyer et sa personnalité. Voilà, donc au nom de quoi c'est la femme qui doit se soumettre et au nom de quoi c'est l'homme qui doit occuper la position supérieure. C'est ce que la jeune dame a voulu mettre en exergue. Et l'équité ici voudrait que nous nous traitons équitablement. Que si se soumettre demande que moi je me plie en petits morceaux pour honorer les désirata de mon mari, en retour, j'ai besoin qu'il me respecte aussi, ce qui me restaure dans mon humanité. Il n'est pas plus humain que je le suis, parce que je le dis, parce que, je ne sais pas si le temps nous permettra d'en parler, mais ce sont celles qui subissent le plus de violences domestiques. Hein? Leur parler mal, on leur donne des ordres comme si elles sont des bonnes à tout faire. La manière compte beaucoup. Et je crois que c'est le lieu pour moi d'interpeller les hommes que si vous voulez des femmes soumises, commencez à créer les conditions pour mériter cette soumission. Sinon, aucune mère n'a élevé son enfant, homme, garçon comme fille, pour manquer de respect à quelqu'un. Mais la manière d'insister sur cette problématique de la soumission montre bien que ce n'est pas des égos que vous recherchez, mais ce sont des femmes à votre service. Et là, ça frise la servilité. Et il faut faire beaucoup attention, surtout quand la jeune génération parle de femmes soumises. Faites beaucoup attention parce que entre votre grand-père et votre père et vous, s'il n'y a pas d'évolution, c'est que la société n'a pas encore bougé. Et ce discours moderne ou moderniste doit beaucoup faire attention en nuançant ce qui doit se faire de ce qui ne sera plus possible. Sinon, pour ce qui a été fait aujourd'hui en faveur de la femme burkinabé et de la jeune fille, cette soumission, vous la trouverez nulle part. Peut-être qu'elle le fera de façon circonstancielle pour sauver un foyer un temps donné, mais on ne peut pas rester soumis à vie à quelqu'un dans un foyer donné au nom de notre humanité. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Même un animal, pour qu'il se soumette à vous, il faut le dresser. Voilà. Donc, je m'excuse vraiment, mais il faut oser crever cet abcès-là pour que la jeune génération sache qu'elle n'aura même plus le droit, à mon avis, qu'elle arrête même d'utiliser ce mot soumission, parce que ça ne lui va même pas. Vous êtes dans un monde qui évolue, qui vous a offert des opportunités, qui a fait de vous des hommes qui ne sont pas pareils à leur père ni à leur grand-père. Vous voulez une chose de son contraire. Le monde évolue. Adaptez-vous à cette évolution. C'est ça, non? Nos mamans et nos grands-mères disent.
Il faut rentrer dans ce wakat-là et ne pas demander l'impossible aux femmes. Je vous remercie. Vous avez un homme sur le plateau. Je pense que cette question vous intéresse. Monsieur Cissé. Ok, merci bien. Je pense que pour mieux aborder cette question-là, il faut d'abord contextualiser les choses. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes, les milieux non plus. Et pour tout englober, les cultures également diffèrent d'une zone à une autre. C'est pour dire que aujourd'hui, cette question de soumission, peut-être que c'est très mal interprété à un certain niveau. Sinon, nos cultures en fait retracent les choses de façon claire. Mais aujourd'hui, nous sommes une génération, je dirais, de transition. Nous ne sommes pas directement dans la culture, nous ne sommes pas également dans le modernisme. Donc nous flottons entre les deux pans. Pour dire que nous ne pouvons jamais atteindre un équilibre tant qu'on ne se positionne pas sur un côté. C'est pour dire que c'est vrai, la femme, quand on parle de soumission, l'essence même de la soumission c'est quoi? L'homme et la femme, on ne peut jamais être pareils. En parlant de droit, oui, nous ne sommes tous libres et égaux en droit. Ça c'est le droit que nous connaissons tous en fait, le droit. Mais il y a des choses, il y a des réalités. Voilà, il y a des réalités qui sont là et que si on ne crève pas l'abcès pour aller en profondeur, comprendre les choses et aussi ne pas prendre au fait les choses dans sa globalité, on ne peut pas s'en sortir. C'est vrai, il faut prendre les besoins spécifiques de tout un chacun. Il y a des stéréotypes aujourd'hui. On dit tel rôle est dévolu à la femme, tel rôle est dévolu à l'homme. Mais il y a des prédispositions même en fait qui nous amènent en fait à nous encadrer sur ce que nous devons faire sur notre vie ou bien sur le respect en fait que nous devons avoir envers nos conjoints et conjointes. Mais il n'y a pas aussi un rôle spécifique pour X ou Y, pour un sexe bien donné. Pour dire que ce que la femme fait, l'homme également peut le faire. C'est une question de compréhension. Lorsqu'on se comprend, ça veut dire les choses peuvent mieux aller. Sinon, soumission, l'homme aussi peut se soumettre à sa femme. Très bien. Mais au fait, c'est juste une question de compréhension. D'accord. Donc, la prochaine question, je vais vous la poser directement. Vous pensez que la mentalité de nos sociétés africaines soit suffisamment mature pour accueillir le nouveau modèle de virilité homme au foyer? Je vois que vous dites que si l'homme peut être soumis, de même que la femme, ça veut dire que vous êtes la société est assez préparée pour accepter ce modèle de l'homme qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, qui fait la cuisine, qui nettoie la maison et il permet à sa femme d'aller travailler, de rentrer tard le soir et puis de lui demander « Monsieur mon mari, comment s'est passée ta journée ?» de lui crier dessus parce qu'il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de sel dans la sauce. Si les enfants sont sales, de lui crier dessus ou même de le taper. Bien sûr. Donc vous pensez que notre société est prête à accepter ce modèle-là? Bien sûr. Je le disais, c'est une question de mentalité. Ouais. C'est une question de changement de comportement et de mentalité. L'homme peut le faire, oui, sans souci. Mais, au fait, comprenez une chose. Nous sommes tout tués, monsieur. Comprenez une chose. Nous avons évolué dans un milieu où on a quasiment copié ce que nos parents et nos grands-parents ont fait. Aujourd'hui, tu es dans une famille où pratiquement tu vois que c'est la femme qui fait tout. À un moment donné, si en fait tu n'as pas été colonisé quelque part, tu as tendance à emprunter le même chemin. Mais d'une part, si tu arrives à comprendre que l'homme et la femme, c'est juste une question de complémentarité. Et il faut se soutenir en fait pour pouvoir atteindre un certain équilibre. Lorsque ce volet est bien compris, pourquoi si on dit femme au foyer, il y a l'homme au foyer aussi. Je ne suis pas d'accord. C'est la même chose. Mais aujourd'hui,
nous n'arrivons pas en fait à circoncire les choses ou bien à mettre l'accent sur un certain nombre de choses. C'est ce qui nous fatigue. Voilà, c'est juste un changement de mentalité. Mais je peux parler. Monsieur Cissé, et l'homme ne va jamais accepter faire ce que la femme fait. L'homme, il est là, il ne fait rien, il n'a pas d'emploi. La femme, elle est à la maison, elle n'a pas d'emploi. Elle vit chez son mari avec ses enfants. La maison, c'est pour l'homme. Elle va tout faire, voir sa famille, tirer le courant, mettre à la maison. Elle va vendre ses bonbons glacés, ses glaces, son eau glacée. Il va sortir, aller se promener dans des kiosques, boire, revenir. Et c'est avec l'argent de la femme, il va le faire. Quand il va revenir 105 francs, quand il va goûter, il va dire c'est pas doux. L'homme ne va jamais accepter que sa femme sorte, aller travailler et revenir. Dire que non, je l'avais jamais de la vie. Même s'il ne travaille pas, il est à la maison, il ne va jamais accepter faire ça. Il ne faut pas dire que l'homme peut faire ça. L'homme ne va jamais accepter faire ça. Je suis désolée. J'insiste. Non. Parce que nous sommes sur un plateau. Nous sommes suivis par combien de personnes, je ne sais pas. Mais c'est important de rectifier qu'aucun homme ne l'acceptera pour l'instant. Pourquoi au Burkina Faso? Aucun homme ne l'acceptera. Et l'intérêt de débattre sur ces questions de façon anticipée, c'est toute cette raison d'être de cette émission. Parler, c'est ça, non? C'est ce que le proverbe Ouaga dit, que parler ne fait pas avancer les travaux champêtres, mais ça résout des problèmes. Sinon, parce que si nous, on laisse valider ce qui vient d'être dit, c'est comme si c'est ce que nous sommes assis pour espérer. Ça ne marchera pas. Parce que même si l'homme est d'accord, sa famille fera pression pour ne pas accepter. Ouais. Voilà, donc il y a des cas où, malgré la bonne foi de l'homme, pour l'instant, la famille ne le laissera pas faire. Donc ne nous flattons pas pour dire ici que la société est déjà préparée à ça. Même nous parlons souvent de congé de maternité, mais le congé de paternité existe chez nous. Mais c'est parce qu'on ne sait pas ce que les hommes en font, même qu'on ne voit pas sa visibilité. Parce que le congé de maternité suppose que tu tiens de temps en temps tu tiens le bébé, tu prends soin du bébé comme la maman, pour qu'elle puisse au moins se reposer. Surtout de plus en plus nous avons des femmes césarisées, et qu'elles puissent se récupérer. Mais combien d'hommes consacrent vraiment ce congé de paternité aux soins d'un nouveau-né? Je n'en ai pas encore vu en tout cas. Ils en prennent, mais ils en font quoi? J'en sais rien. Pour dire que le législateur, en prévoyant le congé de paternité, c'est dans l'esprit d'assister la maman qui sort nouvellement de la maternité, afin de l'épauler. Mais généralement, ce sont les grands-mères qui viennent jouer ce rôle. Voilà, donc nous débattons du sujet tout en sachant que, parce que en tant qu'anthropologue, je vous le dis, c'est par génération que ce changement de mentalité, cette évolution à laquelle nous aspirons, c'est sur 25 ans que ça se fait. Donc débattre aujourd'hui, c'est jeter des graines d'un changement futur qu'on espère, qui peut ne pas se faire dans 5 ans, dans 10 ans, mais tout au moins, ça dit que les enfants qui naissent aujourd'hui grandiront, croiser ce débat qui aura fait un peu évoluer les choses, dont ils seront porteurs et en termes de perspective. Sinon, nous voulons bien que ce soit la vérité, mais pour l'instant, nous ne nous flattons pas. Je suis tout à fait d'accord avec Mme Badolo qu'aucun homme n'acceptera le faire, ou dans le cas où la faisabilité est possible, sa famille va refuser. Est-ce que M. Cissé fait ça? Donc, M. Cissé, peut-être que lui, il fait. Non, ce que moi je vais ajouter encore, ce que je vais ajouter, pardon, M. Cissé. Tu vas quitter le bureau. Je connais des femmes qui quittent le bureau. Elles vont revenir à la maison. Elles n'ont pas d'être des filles pour les aider à... Oui. Elles vont commencer à préparer. Le monsieur est là, il est couché devant la télé. Peinard. Les enfants ne sont pas encore lavés. Elle va balayer, va faire à manger. Même si c'est à 21h, les enfants vont attendre manger. Quand il va manger, il va demander à la femme, aïe, tu n'as pas mis viande, tu n'as pas mis ça. Monsieur Cissé. Non, au fait... Est-ce que vous pouvez faire ça? Faire le travail de ce que la femme fait. Vous ne travaillez pas, la femme va partir au bureau, va venir trouver monsieur Cissé à préparer, balayer, laver les enfants. Monsieur. Merci. Au fait, je suis d'accord avec vous, mais nous sommes tous conscients en fait de la difficulté ou bien du moins de ce que les femmes vivent, voilà, dans leur foyer. Mais il faut surtout relativiser les choses. Lorsque vous dites que
aucun homme ne peut le faire, ou bien on ne peut jamais atteindre cela. Je pense que... Non, Je pense que pour l'instant, Pour l'instant. on a juste jeté les bases. Or, je sais qu'il en existe. Ces hommes aussi existent. C'est juste une question de prise de conscience qui est surtout aussi adossée à nos réalités, à nos cultures. Parce que, comme ce que je l'ai dit, les hommes ont évolué, trouvé que non, voilà, il y a une situation. Mais après, d'une génération à une autre, commence à comprendre les choses, et aujourd'hui on est arrivé à un niveau où l'homme en fait et sa femme qui travaillent, deux fonctionnaires, ils savent que le jour que madame travaille, l'homme doit s'occuper, voilà, des besoins de la famille, c'est tout. L'homme prépare. En fait, quand nos hommes sont à l'extérieur, la culture ne les empêche pas de le faire. Moi, j'ai vu plusieurs couples africains mixtes. Ils sont à l'aise à le faire, pourvu que ce soit à l'extérieur du Burkina Faso. Mais vous revenez au Burkina, ce n'est pas possible. Du coup, ça se peut se trouver même quand on a des exemples isolés. Mais du fait qu'ils constituent des accidents dans la société, ils ne sont pas visibles. Sinon, je comprends ce que vous voulez dire. Mais tant qu'une tendance n'est pas majoritaire, c'est qu'elle n'est pas encore une référence pour la société. C'est ça le problème en fait. Et nous, comme je le dis, c'est quand la jeune génération abonde dans le sens de la soumission que moi ça me donne des frissons. Parce que je ne crois pas que les filles en âge de se marier aujourd'hui accepteront cette idée. Et ce que je suggère, au lieu de soumission, parlons de plus en plus de respect, qui est quelque chose qui doit être mutuel. Voilà. Sinon, ce n'est pas de la rébellion, hein. Mais si une vérité est là, il faut la dire concrètement. Parce que ce soit le garçon ou la fille, ce sont tous des êtres humains qui sont appelés à participer à la construction et au développement de la société. Si l'un attend de l'autre une sous-condition humaine, nous avons déjà pratiquement dépassé cette vision des choses. Ça veut dire que ce sont des couples en sclérose qu'on aura bientôt. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui. Ça se marie, un mois après ça explose. Ah, c'est ça. Oui, parce que à la limite, c'est comme si on n'a pas, l'un et l'autre n'a pas compris la chose de cette façon. Voilà, parce que quand une jeune de 30 ans, 25 ans se marie aujourd'hui, c'est pour avoir un homme comme elle, et ils vivent vraiment comme des camarades, parce qu'ils ont été camarades d'abord, avant d'être mari et femme, mais subitement, quand après le mariage, le monsieur joue au Nyamoro, au Sotilly, c'est compliqué, alors que les deux travaillent. Donc, je sais de quoi je parle. Et donc, si c'est la réalité sociale, il faut préparer les esprits, surtout les esprits masculins, à comprendre que la femme sera toujours là pour la société. Elle a un rôle fondamental. Il a dit que les rôles ne sont pas les mêmes, mais sur le plan humain, hommes et femmes sont pareils. Nous sommes tous des êtres humains. C'est ça, hein, le préambule, l'article 1, le préambule d'abord de la Déclaration universelle des droits de l'homme rappelle que le monde entier forme une même famille humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas différent du blanc, du jaune, etc. Et l'article 1 dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc, demander à une femme de se soumettre pour dire que, du fait qu'elle ne s'est pas vue dans cette position, toute réfraction va donner lieu à un moment de violence. Et c'est ce que tous les couples vivent aujourd'hui, surtout la jeunesse. Là. Donc il faut faire beaucoup attention. Il y a des aspirations, c'est vrai. Nous allons toujours regretter le passé africain, hein, avec la tradition au cœur de nos vécus. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où il faut trier dans la tradition ce qui est bien et laisser tomber ce qui est mauvais. Voilà, donc quelque part, c'est un peu comment moi je vois la chose. Inviter la jeune génération, je crois que c'est ça. Il faut que les couples dialoguent. Normalement, avant le mariage, vous devez discuter le projet de vie ensemble. Il faut que vous parlez entre vous, garçons et filles. Et que si vous devez aboutir à une vie de couple, avant même d'aller devant le maire ou à l'église ou à la mosquée,
ou au temple, vous devez déjà avoir dessiné le modèle de vie que vous voulez, le modèle d'enfant que vous voulez. Parce que ça sera regrettable que votre génération, quand un enfant ne s'en sort pas, on mette tout sur la maman. C'est ça. C'est ton enfant. Voilà. C'est ça. L'échec d'un enfant, aujourd'hui, c'est l'échec du couple. Ça ne peut pas être l'échec de la femme. Donc, toutes ces préoccupations méritent que la jeune génération s'asseye pour discuter et se comprendre. Que ce n'est pas ce qui est seulement bon, c'est pas qui fait l'honneur de l'homme. Si c'est mauvais, le déshonneur aussi est partagé. Voilà, donc les filles ne vont pas accepter ça. J'essaye de parler à la place de tout le monde. Je pense, je me donne cette audace-là. Oui. Et je parle d'audace. L'ouvrage du président Obama, l'audace d'espérer. Dedans, il a rappelé qu'entre Michel et lui, dès que, à l'époque il était sénateur, de ce qu'il a dit dans l'ouvrage, dès qu'un enfant tombait malade, ce dont il se souvient, c'est que Michel est toujours la première, sa femme, appelée au service pour dire qu'elle ne pourra pas venir. Mais pendant ce temps, lui, il range ses affaires pour prendre le premier vol pour aller siéger au Sénat à Washington. Donc, ce qu'on dit, ce n'est pas de vous seulement. Si vos aînés reconnaissent une personnalité comme le président Obama, s'il l'a écrit, c'est qu'il l'avoue publiquement, ses propres limites, et reconnaît le mérite de sa femme dans certains domaines. Donc ça n'a pas commencé par vous, ça ne va pas s'arrêter à vous, mais si ça peut s'améliorer, en tout cas ça sera l'idéal pour la société. Madame Poukouma, comment on arrive au système où les jeunes couples cheminent ensemble? Ils s'entendent d'un commun accord, ils vont devant le maire, devant la famille et tout, devant même Dieu, devant à l'église et tout ça. Et lorsqu'ils sont dans le foyer, 2 mois après, les choses changent. Les habitudes changent. Ils ne discutent pas. L'homme change, la femme change. Ils disent non. La plupart des termes qu'on entend, c'est « je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu ne m'as jamais montré ce visage-là. » Si j'ai insisté sur le dialogue, c'est que les jeunes couples ne discutent pas assez. Avant le mariage. Et après, quand ils sont ensemble, c'est comme s'ils sont surpris d'être ensemble. Vous voyez? Autrement, dans la vie de couple, le dialogue doit précéder le mariage. Normalement, c'est en dialoguant pendant la phase d'amitié, avant même les fiançailles, que tu dois savoir si celui-là est fait pour moi ou pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des, comment dirais-je, il y a des options, des tendances de vie. Il ne faut pas cacher ce que vous voulez l'un à l'autre. Comme ça, si ça ne peut pas aller loin, c'est mieux de s'arrêter là où le débat a commencé. On finit toujours par trouver son binôme. Hein. Maintenant, sans oublier que la jeune génération aussi subit la pression que nous, notre génération et la génération antérieure à nous a subi. Il y a la pression, à un moment donné, du mariage. Et ça aussi, je lance un appel aux parents, afin qu'on laisse un peu les jeunes libres de faire leur choix au moment où ils trouvent nécessaire de le faire. Sinon, beaucoup de mariages sont célébrés sous pression. Nous, à notre temps, on disait Hamita Woupe Bame, pour dire que la sirène a sonné, hein, tu es là à chercher les diplômes, alors qu'il faut chercher à te marier. Je pense que la jeune génération aussi subit cela. Nous avons entendu parfois des mamans dire, après un mariage, ah, je suis sauvée. Mais à quel prix? Donc cette pression aussi, on peut dire que c'est une dynamique qui évolue ou qui circule de génération en génération. Et il faut travailler à militer pour la liberté dans le choix de quand on se marie. Voilà. Sinon les conséquences, nous les payons tous. Hein. Quand un foyer éclate 2 mois après, ce n'est à l'honneur d'aucune famille. Donc notre contribution à la consolidation de la vie familiale des jeunes couples consistera d'abord à les accompagner dans leur cheminement, mais pas à leur foutre des pressions inutiles qui vont se retourner contre nous comme conséquences négatives. Sujet très intéressant, je pense qu'on reviendra de long en large sur la question du mariage, depuis le début jusqu'à la fin. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, à présent nous allons poursuivre avec la rubrique Portrait de la semaine. Entrepreneurs qui travaillent jour et nuit pour se faire une place au soleil. Ensemble, découvrons le portrait de cette jeune dame-là qui
se fait une belle carrière dans le monde de la mode? Aïssa Kabouré, styliste burkinabé, la promotrice aussi de la marque Cara et autrefois 226 Cara. Disons que je n'ai pas fait une formation pour ça, c'est une passion que j'ai développée. J'ai plutôt fait la communication d'entreprise et c'est à ma deuxième année voilà, à l'université qu'il y a eu un déclic voilà, qui m'a poussée à créer ma marque et à commencer vraiment cette activité. Et les matières, il faut dire que j'aime avoir vraiment cette liberté-là de travailler tout ce qui m'inspire. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup plus les matières africaines, voilà, ou du moins les matières plus utilisées en Afrique, comme le wax, voilà. Et du façon d'Anfani, voilà, cette belle chemise-là est totalement en façon d'Anfani. Voilà, on a cette veste aussi qui est en façon d'Anfani. Et aussi, je travaille de la soie, aussi. Voilà, ce que je porte là, c'est en soie. Voilà, j'utilise aussi certaines matières qui ne sont pas forcément africaines et tout, mais ça dépend en fait de mon inspiration. Ma cible est beaucoup plus des gens de ma génération, hein, on va dire, des jeunes, hein, parce que je propose toujours des modèles, c'est-à-dire des créations adaptées à mon propre style vestimentaire. Mais j'ai plus de créativité en ce qui concerne les jeunes. Voilà. Maintenant, il faut dire qu'il y en a aussi d'un certain âge qui aiment bien s'habiller comme des jeunes et qui se retrouvent dans ce que je fais. Mais bon, par moment aussi, il m'arrive de proposer des collections ou des pièces vraiment pour des personnes d'un certain âge, tout comme aussi les enfants. Je dirais que mes prix sont accessibles parce que je propose quand même des modèles réfléchis, des choses que j'imagine et des matières vraiment de qualité. Alors, à mes débuts, le plus dur a été d'avoir le soutien de la famille, parce que déjà, comme je faisais des études en communication d'entreprise, les parents me voyaient vraiment dans ce domaine-là, en fait. Me voyaient genre exercer dans ce domaine-là. Et du coup, quand j'ai commencé, j'ai vraiment pas eu le soutien de mes proches, hein, parce que pour eux, voilà, je suis en train de me tromper. Je rêve beaucoup, selon eux, voilà, j'étais une petite qui rêvait beaucoup, et ce que j'ai compris, c'était, bon, on la laisse, elle finira par comprendre, c'est un peu ça. Donc, j'ai pas vraiment eu le soutien de mes proches, mais ils ne m'ont pas aussi empêché de faire ce que je voulais. Voilà, seulement ils se disaient en fait que c'était pas vraiment une bonne idée de me focaliser seulement sur cette passion-là et laisser de côté voilà, mes études. Ensuite, il y a eu ce côté financier-là. J'avais pas de soutien moral ni financier. Donc du coup, c'est avec mon petit commerce-là de pain que je faisais d'ailleurs à l'école. Et c'était interdit. Le commerce était interdit dans mon école. C'était une école supérieure, privée. Donc le commerce de ces articles était interdit. Mais quand même, j'avais ma stratégie pour les vendre. Et j'ai économisé. Et au début, je faisais que du sur mesure. Voilà. Et comme je n'avais pas un local, je partais toujours vers les clients, je récupérais en fait leurs commandes, c'est-à-dire les tissus, et puis on discutait des modèles, et puis je ramenais vers mon couturier, parce qu'au début je sous-traitais. Voilà. Quand j'ai commencé, je suis allée vers le couturier qui me réalisait mes tenues. Et je lui expliquais un peu comment je voulais qu'on travaille et tout, genre je trouve des commandes, je viens, il me fait un prix, moi aussi je rajoute ma marge et voilà, au début c'était comme ça. Donc comme je n'avais pas de local, je partais toujours vers les gens.
Il y a plusieurs qui m'inspirent dans le milieu, mais je dirais beaucoup plus Pathéo. Parce que quand moi j'ai commencé, j'avais pas vraiment le soutien de ma famille, comme je le disais tantôt. Voilà, les parents s'inquiétaient, voilà, c'est pas une activité dans laquelle tu pourrais avoir une retraite et tout, c'est risqué, surtout les gens qui sont à la retraite et qui voient aussi l'importance d'avoir quand même une retraite assurée. Voilà. Et c'est normal, les parents ils ne veulent que tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ce que j'ai à donner comme conseil, c'est de vraiment trouver l'activité qu'on aime vraiment. Voilà. Parce que quand on aime une activité, on est prêt en fait à se surpasser, à toujours bosser, et même quand il y a des difficultés, on se dit de toute façon je suis née pour ça. Donc je suis sûre que ça c'est des phases difficiles, mais ça va aller. Voilà. Mais quand on fait que du pur business, on se laisse un peu influencer par tout ce qui se passe. Voilà, tout le monde fait ça, hein, est-ce que je vais pas essayer aussi? Après ça peut ne pas marcher et on aurait en fait perdu du temps par rapport à ce dans quoi on pouvait vraiment réussir. Voilà, donc le conseil que j'ai à donner, c'est pour entreprendre, c'est très important de trouver vraiment le métier pour lequel on est prêt à faire des sacrifices. C'était Raïza Kaboré du 226 Kara. Bon vent à toi et on espère t'avoir bientôt sur notre plateau. Madame Boukouma, nous allons juste recueillir votre avis par rapport à cette jeune entrepreneur. Juste 30 secondes pour recueillir votre avis avant de poursuivre. J'ai été très émerveillée, je ne la connais pas, de l'écouter. Et un mot-clé qu'elle a utilisé, que je vois qui est le socle de son engagement, c'est la passion. Et elle sait ce qu'elle veut, elle va réussir. Madame Badolo, vous avez quelque chose à l'endroit de notre styliste? Oui, je lui souhaite bon vent, bonne chance. Elle a aimé ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle a aimé, donc je lui souhaite bon vent. Monsieur Cissé. C'est vraiment très édifiant et aussi ça interpelle l'ensemble de la jeunesse à s'engager aussi vers l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui on est tous focus sur la fonction publique alors que ce n'est pas parce qu'on a une maîtrise ou bien un master qu'il faut forcément travailler dans la fonction publique. Alors, on peut aussi créer son propre business et que ça peut marcher. Vraiment bon sens à la dame. Merci Raïza, on est de cœur avec toi et on te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Nous allons revenir sur notre plateau et nous allons vous poser encore une question. Quelle différence vous faites entre la femme au foyer et la femme au chômage? La différence elle est minime, ça tient du fil. La femme au foyer et la femme au chômage. Je ne trouve pas de différence. Ah, d'accord, donc... Moi, je dirais que ça ne se compare même pas parce que celle qui est au chômage aspire à une profession. Ça veut dire que dans son esprit, elle va travailler. Mais celle qui est au foyer ne pense pas à s'occuper en dehors, principalement en dehors du cadre familial. Parce que n'oubliez pas qu'avec l'évolution des technologies, de l'information et de la communication, nous avons aujourd'hui le télétravail qui maintient des femmes au foyer qui travaillent qui font du télétravail. Mais elles sont des femmes au foyer. Voilà, donc quand vous pensez déjà même le mot chômage, cela, on peut même pas, je dis ça ne se compare pas parce que c'est un concours de circonstances qui l'a amené à être à la maison. Et de la même manière, même celle qui travaille est potentiellement une femme au foyer. Comme je l'ai dit en prenant le cas du couple Obama tout à l'heure, dès qu'il y a un problème en famille, la femme est obligée de décrocher, de demander une autorisation pour... Donc, c'est de façon alternée. C'est-à-dire que la différence, c'est que celle qui est au foyer, c'est une option pour la vie. Et celle qui travaille est en position intermittente entre travailler et se retrouver au foyer à tout moment. Par contre, celle qui est au chômage, elle n'a pas encore travaillé, mais elle va travailler. Ça veut dire quoi? À défaut d'être recrutée par une entreprise ou l'État ou quelque part, elle finira par créer quelque chose pour s'occuper. Parce qu'elle ne s'est pas vue en train de rester à la maison. C'est ce qui fait qu'au tout début, je parlais de deux types de femmes au foyer. Parce que celle qui a opté d'être au foyer
par son propre choix, par consentement, est plus à l'aise dans son rôle que celle qui se retrouve par nécessité de besoin à être femme au foyer, ou celle que, sous pression du mari, elle se retrouve à ne pas travailler alors que son souhait aurait été de travailler. Voilà, donc ça ne se compare pas, parce que pour moi, la femme qui est au chômage est une potentielle employée. D'accord. Voilà. Docteur Vokuma, quelle est la chanson que vous chantez le plus à vos enfants? Parce que nous savons que nos mamans, elles ont tout le temps de petites chansons. On ne sait pas où elles vont chercher ça. Mais moi, vraiment... j'ai beaucoup acheté les comptines pour ma fille. D'accord. Et je me suis vue obligée d'en fabriquer. Nous aimerions écouter une. Elle s'appelle Ève. Ok. Et je lui chantais: tu es source de vie, tu es source de vie, ne l'oublie jamais. Bravo. Nous sommes sûrs qu'Ève est vraiment une source de vie, elle est votre inspiration, ça c'est sûr. Madame Badolo, oui. Vous avez combien d'enfants, si c'est pas 2 enfants, 2 garçons. Vous avez 2 garçons, ce sont vos chouchous alors. Oui. Donc, quelle est la chanson que vous chantez le plus à vos enfants? Mais quand je voulais que mes enfants dorment, pour que je puisse m'occuper de mes... Ne faites pas dormir, s'il vous plaît. Quand je voulais que mes enfants dorment pour que je puisse travailler, et que je chantais, c'était dors, bébé, dors, maman t'aime fort, dors. C'était ce que je chantais. Monsieur Cissé, vous êtes marié? Non, pas encore. Vous avez des enfants? J'ai un enfant. D'accord. Je suppose que vous passez beaucoup de temps avec votre enfant. Oui. Donc je suppose que vous avez une berceuse pour lui aussi. Oui. Nous aimerions vous entendre. Oh, l'enfant, en tout cas, j'aime beaucoup les enfants. Ça, c'est sûr. Voilà, en dehors même de mon enfant, franchement, j'adore les enfants. Donc à tout moment, lorsque je vois un enfant, voilà, je m'amuse avec ce dernier. Mais parlant de chansons, bon, franchement, j'ai pas de chansons. Vous n'avez pas de chansons. Moi, je me rappelle que ma mère aimait chanter, et elle aime toujours chanter. Les nuages passent dans les cieux changeants. Où vont-ils pousser par le vent? Seul Dieu le sait. Ouais, c'est que ma maman, elle aimait chanter. Et c'est avec elle aussi que je pense que j'ai été très forte en chanson à l'école primaire. Hein. Nous avons fait une petite parenthèse pour décompresser un peu, pour déstresser. Je suis heureuse et je suis comblée d'avoir avec moi des invités vraiment waouh. Aujourd'hui, tout le monde vous applaudit. Vous êtes très fort. Monsieur Cissé, je vais me tourner à présent vers vous parce que vous êtes là non seulement en tant qu'invité, mais vous êtes là aussi pour nous parler de votre association qui est la Jeune Chambre Internationale. Alors, parlez-nous un peu de la Jeune Chambre Internationale, ce que vous y faites et qu'est-ce qui vous a amené en plus d'être notre invité sur notre plateau. Ok, merci bien. Ok, effectivement, je suis le président exécutif 2020 de la Jeune Chambre Internationale Ouaram Mertaba. Il faut dire que la Jeune Chambre Internationale, c'est une association de jeunes citoyens âgés de 18 à 40 ans qui sont vraiment souciés du développement de leur communauté. Et la mission, c'est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes gens en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Et sa vision, c'est d'être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs. Donc c'est pour dire en un mot que c'est des jeunes qui se sont regroupés et leur ambition, c'est vraiment travailler pour l'épanouissement de leurs communautés respectives. Constructives. D'accord. Nous avons eu à entendre que vous avez prévu une activité. De quoi s'agit-il? Quel est le contexte dans lequel il va se tenir? Ok, merci. Effectivement, nous avons une activité en vue. Le lancement, même c'est prévu pour le samedi. C'est une activité d'assainissement. Et le projet s'intitule pour l'assainissement de ma ville, je m'engage. Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que le problème d'accès à l'hygiène et à l'assainissement se pose avec beaucoup d'acuité. Et la plupart, disons, les statistiques montrent qu'environ 80% des maladies que nous vivons sont principalement dues au manque d'hygiène et d'assainissement. Et aussi la défécation en plein air a atteint une certaine proportion vraiment inquiétante. Alors qu'il faut véritablement aller vers l'éradication de cette pratique néfaste-là pour pouvoir préserver notre communauté en bonne santé. Donc le projet vise à sensibiliser la communauté d'abord sur l'adoption des bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement, sur
bien sûr la réalisation et l'entretien des ouvrages d'assainissement, le lavage des mains au moment critique et aujourd'hui même de nos jours avec l'actualité oblige avec la situation du coronavirus, voilà, c'est vraiment une activité très importante. Donc en un mot, c'est de pouvoir amener la communauté à changer de comportement et aller vers l'adoption des bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement. J'ai une question. Les gens continuent à déféquer encore en ville? Aujourd'hui, au Burkina, on compte environ 55% voilà, des gens qui défèquent à l'air libre. Voilà, c'est les statistiques qui le montrent. Et si vous faites le tour dans la ville de Ouagadougou, je ne sais pas le problème se situe où, mais malgré que les gens même aient des latrines dans leurs concessions, ils continuent toujours de déféquer aux alentours des concessions. Donc la situation est vraiment alarmante et nous, en tant que jeunes, il faudrait prendre vraiment le taureau par le cornes et sensibiliser surtout la communauté à une prise de conscience. D'accord. Votre projet, vous ne penserez pas qu'il aurait été mieux si vous vous attaquiez directement aux ménages? Le projet a 3 phases. Il faut dire la première phase, c'est une sensibilisation de façon directe. Donc nous allons sillonner les artères voilà, des quartiers de la ville de Ouagadougou. Quel quartier par exemple? L'arrondissement 8. D'abord, puisque nous ne pouvons pas prendre l'ensemble de la ville de Ouagadougou, okay. Voilà, donc notre intervention est focalisée surtout sur l'arrondissement 8. Donc ça va nous permettre de passer vraiment des messages ciblés, voilà, expliquer les dangers de la défécation à l'air libre, voilà, les maladies qu'on peut vraiment contracter et aussi déclencher cette communauté-là en leur montrant en fait lorsqu'on tombe malade, ce qu'on dépense et aussi le coût de la réalisation de la latrine. Voilà, lorsqu'on fait le calcul par an, ce qu'on met dans les produits pharmaceutiques, et que si on retourne en fait voir la cause et que c'est dû en fait au manque d'hygiène et d'assainissement, donc il va en soi de réaliser quand même des ouvrages d'assainissement pour pouvoir éradiquer voilà, ce fléau-là. Vous êtes dans votre domaine alors? Yeah. Vous êtes dans notre domaine puisque vous êtes ingénieur sanitaire en service à la Direction générale de l'assainissement du ministère de l'eau. Donc ce projet-là cadre aussi avec ce que vous faites comme activité professionnelle. Quel est votre programme d'activité? Pouvez-vous nous parler du programme d'activité? Le programme d'activité de votre direction? De votre activité qui vous amène ici dans le cadre de la Jeune Chambre internationale. Ok, le programme d'activité, puisque le samedi c'est le lancement. À quelle heure? Ça va être aux environs de 14h, puisque ce n'est pas un lancement, vu en fait l'actualité oblige, nous n'allons pas regrouper en fait déjà. Maintenant c'est juste à quelques personnes qui vont se regrouper en fait pour lancer ça en fait sur les réseaux sociaux. Mais maintenant à l'issue de ça, il y aura des souscriptions, puisque nous voulons réaliser 2 latrines communautaires. Puisque je n'avais pas assuré, je disais que le projet avait 3 phases. Voilà, donc la première phase, c'était la phase de sensibilisation à la tonne. Après ça, c'est les souscriptions. Et après les souscriptions, là, nous allons réaliser 2 latrines communautaires. D'accord. Mesdames, vous avez quelque chose à ajouter à l'endroit de cette association de jeunes citoyens actifs, c'est ça, qui œuvre dans la Jeune Chambre internationale, jeunes citoyens actifs pour le communautaire, c'est ça? C'est ça, c'est du développement de la commune. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire? Félicitations. C'est déjà une bonne chose de conduire le leadership dans ce domaine, parce qu'au regard de ce que, pour avoir fait le tour de Burkina plusieurs fois, et je dis toujours que un des défis futurs de ce pays, ça sera l'hygiène. Et l'hygiène parce que je suis pour la réalisation des latrines, mais insister sur l'entretien après réalisation. Parce qu'on a beau disposer de latrines à domicile, ça va résoudre le problème de la défécation à l'air libre. Mais si les latrines sont mal entretenues, c'est un potentiel, et cela représente aussi un potentiel, une niche potentielle de microbes. Et je suis sûr que dans beaucoup de familles, cette réalité existe. Et il faut avoir le courage de sensibiliser dans cette logique-là. Et si je peux apporter quelque chose de plus, le code de l'hygiène publique existe. Il est même vendu dans les librairies par terre.
si vous pouvez faire quelque chose dans ce sens pour sa connaissance, ça serait une bonne chose. Parce qu'on a comme l'impression que les gens n'ont pas la notion, le sens de la notion d'hygiène. Il y a 2 jours, je voyais des jeunes vendeurs de dattes qui étaient assis sur un tas de poubelles en train de mettre en sachet pour vendre. De ma voiture, lorsque j'ai observé, j'étais un peu loin d'eux. Je n'ai pas pu me garer parce que j'étais coincé dans un embouteillage. Et j'ai eu envie de leur dire, est-ce que vous regardez où vous êtes en train de faire ça? J'imagine, voilà, donc vous étiez en colère. C'est l'absence de... C'est pas une colère, mais ça m'a fait peur plutôt. Pour les gens qui vont parce consommer. qu'ils n'avaient pas conscience de là où ils se trouvaient, même pour leur propre santé et pour la santé de ceux qui vont consommer ces dates. Donc je crois qu'il y a un besoin fondamental. C'est-à-dire que, et au temps du ministère de l'Agriculture, vous pouvez faire une activité, genre programme joint, hein, et activité pour associer les agents de santé aussi à ça, parce que le volet hygiène domestique. Je pense qu'à la fin de cette émission, M. Cissé va voir Madame. Des choses auxquelles je suis très sensible, parce qu'il a bien insisté sur le fait que être propre, c'est acheter moins de médicaments. Cela m'a beaucoup interpellé. Manger bien aussi, c'est acheter moins de médicaments. Donc la propriété doit être au cœur de nos vies quotidiennes. Monsieur Cissé, je pense que vous ne devez pas rater Madame. Elle aura plein d'idées et je pense que ça va vous aider dans les projets à venir. Madame Badolo. Et ce que je peux dire, c'est souhaiter bon vent à l'association. Merci. Merci beaucoup. Avant de vous souhaiter bon retour chez vous, j'aimerais me retourner encore vers vous une dernière fois pour vous demander, on ne fait rien quand on est femme au foyer. Mesdames, quelle est la conclusion que vous avez à dire? Notre femme au foyer. Je me tourne vers vous. On ne fait rien quand on est femme au foyer. Au regard de tout ce qui a été dit, quelle est la conclusion? Quel est votre message à l'endroit de toutes ces femmes-là qui sont au foyer, qui sont désespérées? Quel est votre message à l'endroit de tous ces hommes pour qu'ils essaient de revoir leur façon de voir les choses et de vivre avec leurs épouses? Okay, ce que j'aimerais dire aux hommes, c'est un peu de respect à l'endroit des femmes au foyer. C'est pas parce qu'elles sont à la maison, qu'elles ne font rien, elles ne vont pas travailler, qu'il faut les minimiser. Il y a des hommes qui ne respectent pas du tout leurs femmes. C'est pas parce que tu es à la maison, tu t'occupes de tes enfants, tu fais à manger, tu fais le ménage, quand ils rentrent, il s'en fout de toi, il cherche à manger et ce qu'il veut faire, il fait. Il se dit tu n'es pas chez toi, tu ne contribues pas aux dépenses de la maison. Donc souvent ça fait mal au cœur. Je demande un peu de respect, que nous sommes aussi des humains, et puis souhaiter beaucoup de courage aux femmes. Même si elles sont au foyer, il ne faudrait pas qu'elles s'asseyent à la maison, attendre que l'homme vienne leur donner. Tu peux être femme au foyer et puis sortir vendre des cacahuètes devant ta porte. Ne pas attendre que l'homme vienne te donner. Voilà, il ne faut pas s'asseoir. Moi, je vends la glace chez moi à la maison. Bon marché à vous. Merci. Monsieur Cissé, votre dernier mot. Merci. Je voudrais dire vraiment à toutes les femmes qu'elles sont des Amazones. Elles sont braves. Et d'abord, même lorsqu'on est femme, je l'ai dit au départ, c'est une bénédiction divine. Parce que le fait même de porter 9 mois de grossesse jusqu'à aller accoucher, vraiment c'est quelque chose qui doit interpeller tout un chacun à respecter la femme dans toutes ses dimensions. Mais aussi, il faut inviter les uns et les autres aussi à cultiver le pardon. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, s'il y a de petits problèmes, c'est que d'une part, voilà, le pardon aussi n'est pas assez développé là, dans certains couples. Et aussi, chacun doit connaître son rôle et sa place. Si chacun connaît sa place dans un couple, ça veut dire que les choses vont aller très bien et qu'il n'y aura vraiment pas de bisbilles et qu'ensemble, nous formerons vraiment une société épanouie. Merci, M. Cissé. Je me tourne vers notre expert pour recueillir en quelques minutes ce qu'elle a à dire. Au regard de tout ce dont nous avons parlé, ces conclusions il y a, c'est de rappeler que si quelqu'un, une catégorie sociale travaille plus que tout le monde, c'est bien la femme au foyer.
Je le dis parce que même si moi je fais autre chose, la cuisine à la maison quand je rentre, je connais mes limites physiques. Mais la femme au foyer ne la connaît pas. Elle ne connaît pas la fatigue. Tant qu'elle son plaisir, c'est d'être utile, d'accueillir et que la maison soit agréable à vivre. Donc, la différence entre, même si je fais quelques tâches ménagères parfois à la maison, je la respecte pour le fait qu'elle consacre toute sa journée à cela. Et c'est le lieu pour moi de lancer un appel aux hommes afin qu'ils sachent reconnaître la valeur de ce type de femme. Parce que c'est souvent quand elle est absente qu'on réalise sa vraie valeur. Pour cela, si quelque part le deuxième appel, les étudiants, puisque les étudiants ou étudiantes, dans le contexte de promotion du genre au Burkina Faso, si les étudiants peuvent se saisir de cette thématique, dans le contexte purement burkinabé, pour nous sortir un travail de réflexion scientifique, on pourra utiliser ça pour parler. Sinon, de façon empirique, voilà, sur la base de l'expérience comme ça, je peux insister et valider qu'elle travaille plus que nous toutes. Mais, je n'ai pas d'argument pour l'étayer et c'est pour cela que j'ai besoin que les étudiants s'engagent pour mener une réflexion approfondie afin que la société prenne conscience de ce qu'elle apporte dans l'anonymat, dans l'ignorance. Vous voyez, la violence verbale, les hommes qui passent le temps à trouver qu'elles ne font rien, la manière de leur parler, le respect, faire en sorte que la considération mutuelle soit le sacerdoce entre hommes et femmes dans un foyer pour peu que la femme choisisse d'être une femme au foyer. Voilà un peu ce sur quoi moi je voudrais un peu insister, qu'elle soit davantage respectée pour ce qu'elle apporte à la société que nous ignorons tous et par ingratitude. Merci, docteur Vokouma. Je suis sûre que nous vous recevrons encore sur ce plateau pour débattre encore des sujets qui ont attrait au thème femmes au foyer. Chers téléspectateurs, chers internautes, parce que votre avis compte, vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos suggestions sur notre page Facebook à l'émission Soleil d'Afrique. Envoyez-nous vos préoccupations et n'hésitez surtout pas à liker notre page. Nous avons besoin de vous et c'est parce que vous existez que nous aussi nous existions. Chers téléspectateurs, chers invités, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette belle émission Soleil d'Afrique. Mais avant de vous quitter, laissez-moi vous dire ceci. Ne zappez surtout pas. Hein. Restez connectés sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Le Soleil d'Afrique, c'est une belle émission réalisée par LCA pour vous. La femme, c'est le sel qui donne goût à la maisonnée. Elle est la lumière qui est indispensable à la vie. Femme, soyez rayonnante comme le soleil ardent, car peu importe vos décisions, vous devez les assumer la tête haute. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un autre sujet. En attendant, prenez soin de vous et restez connectés sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Je vous remercie.